Bon. Bonjour à toutes et tous. Désolé pour le petit retard, mais les rendez-vous s'enchaînent et ils durent plus longtemps que prévu, c'est toujours ça. Merci aux chers élus, chers partenaires, services et agents, aussi bien des communes que du CIGERLI, pour vous être rendus disponibles aujourd'hui pour cette rencontre autour du déploiement du photovoltaïque et notamment de notre appel à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de faire un point sur ce développement du photovoltaïque et de la solarisation sur notre territoire, mais aussi sur son avenir dans les mois et années à venir. Je rappelle rapidement la démarche du CIGERLI au début du mandat qui nous ont amené à ça, puis à nos objectifs. Dès le début du mandat, on a souhaité repositionner le syndicat comme accompagnant, excusez-moi, sur le développement des énergies renouvelables de nos communes membres. Pourquoi? Pour les aider et les accompagner parfois sur des communes qui vont de 1000 à 150 000 habitants, peu de moyens humains pour traiter ces sujets-là en commune et surtout parfois beaucoup de sollicitations, notamment pour les maires, de la part de nombreux opérateurs qui, à l'époque, j'imagine encore aujourd'hui, promettaient monts et merveilles à nos élus communaux pour très peu de dépenses. Et au final, quand certains se laissaient tenter, on s'apercevait que c'était très compliqué. Donc, par ce biais-là, que ce soit l'appel à manifestation d'intérêt ou pour le travail, il y a quelqu'un qui veut rentrer, qui me fait signe là-bas. C'est pour tester ma capacité d'attention. Donc, on a souhaité réaffirmer le rôle de tiers de confiance et d'ingénierie technique pour nos membres, pour pouvoir vous accompagner au quotidien. On a fait le choix de l'appel à manifestation d'intérêt qui permet de limiter l'impact financier pour nos communes, ce qui nous a permis d'accompagner fortement et massivement l'investissement, que ce soit sur la rénovation de l'éclairage public ou pour attaquer aussi toute la partie sur la rénovation des bâtiments publics. Donc l'AMI et le recours à du tiers investissement répondaient parfaitement à ces objectifs au sein du CIGERLI. Les objectifs du CIGERLI en matière d'énergie renouvelable, c'est aussi de le promouvoir et d'en installer le plus possible sur le territoire quand c'est pertinent et qu'on peut y arriver facilement. Je tenais en préambule à souligner le travail qui a été réalisé par les équipes du CIGERLI, aussi bien celles qui étaient à la manœuvre sur le sujet et celles qui le sont maintenant, car on a eu un petit peu de mouvement de personnel sur ces sujets, d'avoir proposé un vaste potentiel affirmé, cohérent, ambitieux, qui permet aujourd'hui d'avoir de nombreux sites solarisables. Nous ne pouvons que nous en féliciter collectivement et de l'énorme travail qui a été fait et qui continue d'être fait. Alors, c'est qu'un début, parce qu'avec la hausse des prix de l'énergie, le recours à la production locale explose et les solutions existent pour aller plus loin, notamment, comme nous pourrons le voir avec Amandine, sur le sujet d'autoconsommation collective. Je ne vous agace pas plus avec mes propos préliminaires. Je vous souhaite une bonne matinée et vous remercie toutes et tous pour la confiance renouvelée envers le CIGERLI. Merci à vous. Non. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci au président Éric Pérez de l'introduction. Donc, il y a certains points qu'il a déjà évoqués, d'autres qui vont être abordés ici. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'appel à manifestation d'intérêt, donc l'AMI, qui a été piloté par le CIGERLI. Ça ne marche pas. Le sommaire, c'est présenter tout d'abord les objectifs du projet. Ensuite, on va expliquer le principe du fonctionnement de cette AMI, même si ça a été un petit, voilà, ça sera répété pour être le plus clair possible. Et aussi, surtout, un point d'avancement au bout d'un an, parce que c'était en juin 2023 que l'AMI a été publiée. Il y a eu un travail en amont, il y a eu un travail de pluie, donc je vais vous présenter ça maintenant. Donc tout d'abord,
il y a la volonté du CIGERNI à massifier rapidement le développement des ENR. Quand on dit rapidement, on pense photovoltaïque, c'est vrai que le cycle de développement de cette filière est assez rapide comparé à d'autres filières ENR. De plus, on avait les communes qui ont manifesté, je vois qu'il se passe des choses, je crois que quelqu'un veut entrer. Les communes avaient manifesté lors d'une enquête en 2021 un intérêt à l'accompagnement du CIGERNI sur ces thématiques-là. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes avaient des projets ENR et principalement majoritairement sur le photovoltaïque. Donc, nous avons proposé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, au principe du tiers investissement. Donc, deux acteurs se dégagent. On a d'un côté les communes qui ont un patrimoine foncier qui peut être mis à disposition, qui peut créer un certain nombre de projets photovoltaïques, une grappe de projets. Et on a aussi les opérateurs, les développeurs solaires, les investisseurs qui arrivent avec donc, leur capacité financière, mais aussi et avant tout leur expertise technique sur le sujet. Le CIGERNI, on s'est placé en facilitateur, en conseiller auprès des communes, en tiers de confiance et en pilotage de l'AMI en lui-même, avec la partie amont de recensement des volontés, recensement des sites. Il fallait, on a eu l'intention, on l'a fait, on a préqualifié techniquement les sites à proposer dans cette AMI pour avoir un minimum de déchets. Après la lecture des opérateurs, on n'élimine pas trop de sites. Et ça, bien sûr, en collaboration avec les communes qui ont joué le jeu. Donc, les communes sont propriétaires, je répète. Donc, c'est bien elles qui ont la main sur le choix des opérateurs ou de ne pas choisir d'opérateur. Si elles choisissent donc un opérateur, elles le mettent à disposition, leur surface, toiture, parking, à une structure tierce. Le lien entre les deux se fait par un contrat, une convention d'occupation temporaire. Dans cette convention d'occupation temporaire, il y a la mention de la durée d'exploitation du site par l'opérateur, donc une durée déterminée. L'opérateur, c'est lui qui a développé, construit, maintenu l'installation, le temps en question. En échange, il verse une redevance, un loyer à la commune. Ce montant est aussi signifié dans la convention d'occupation temporaire. Donc, c'est un cadre juridique qui permet d'établir les règles de la collaboration. Donc, il y a deux sujets principaux qui vont être abordés aujourd'hui autour du photovoltaïque. Là, pour l'AMI, tiers investissement, ce sont les opérateurs qui possèdent les installations et leur modèle de rémunération est par la vente de l'électricité produite avec injection sur le réseau. On n'est pas dans le cas de l'autoconsommation, mais l'autoconsommation, ça va être la thématique suivante, si vous restez. Mais voilà, on est dans un cas où on a injection sur le réseau et vente en totalité. Le travail CIGERNI avec les communes a donné une grappe de projets, une cinquantaine de projets avec typologie, donc ça a été un peu dit, toiture en majorité, parking et aussi des cours de tennis. Dans le cadre de la préqualification, on a estimé que le potentiel de cette grappe, de tous ces projets, était de plus de 6 MW crête, représentant environ une production annuelle de 6400 MWh. On a donc publié en juin 2023, tout début septembre 2023 toujours, on a reçu un certain nombre de candidatures. Il y a 6 candidatures qui sont reçues. Donc on a les opérateurs sont représentés aujourd'hui. Donc si vous voulez lever la main quand je vous cite, n'hésitez pas. En tout cas, on a Hornet Energy qui a répondu. Arcan en groupement avec Citeos. On a aussi Serle Energy en groupement avec Siouson. L'entreprise Solstice. Le mouvement citoyen 1, 2, 3 Soleil avec Enercop et Graines d'énergie. Et l'entreprise Verson. Merci à eux d'avoir répondu. Merci toujours aux communes aussi d'avoir fait la démarche parce que tout dans le processus, avant le dépôt des candidatures, il y avait des visites de sites
donc du temps à passer pour l'analyse des sites au plus près et des installations, des futures installations. Où on en est maintenant. Donc, avant de parler de maintenant juin 2024, le processus, donc après ces visites, le CIGERLI a analysé les pièces des candidatures, donc à partir de septembre, vérifier la partie administrative et surtout avoir un œil sur les propositions technico-économiques. L'idée était de pré-mâcher pour les communes le travail d'analyse et d'interprétation, voir les points forts, voir les points de vigilance et cibler les propositions les plus intéressantes. On a pu poser des questions aux opérateurs, on a pu rencontrer les opérateurs, ils ont tous eu un temps d'audition au CIGERLI, les communes étaient invitées, si elles pouvaient venir, elles sont venues. Et depuis décembre, on va dire que la main est plutôt côté commune. Le travail du CIGERLI de pilotage, de conseil commun, global est fini, et maintenant c'est plus en direct avec chaque commune si elles le souhaitent, si elles ont besoin. Résultat, à date, on a des projets qui ne vont pas se faire. Voilà, il faut le dire. Il y a plusieurs raisons à ça. Tout simplement, la première raison, c'est qu'il n'y a pas eu de proposition des candidats sur le site. En effet, il n'y avait pas d'obligation à répondre à l'ensemble de la graphe pour éviter de ne pas avoir de candidats qui se réfrènent parce que voilà, ils ne peuvent pas répondre à tout, de par leur typologie préférentielle, qui sont plus sur les ombrières parking, d'autres plus sur les toitures, etc. On a eu des sites qui ont été qualifiés techniquement pas forcément intéressants, pas compatibles au PV, sans travaux préalables, donc ils n'ont pas reçu de proposition. C'était à la marge, mais voilà, il y a eu quelques déchets dans ce registre-là. On a aussi eu des propositions des opérateurs avec un reste à charge côté commune. Donc, on sortait un petit peu de l'esprit de notre AMI d'avoir du tiers investissement et donc pas de dépenses côté commune. Donc, ça a été écarté parce que à la fois, on n'a pas obligé les candidats de répondre à tout, mais ce principe de l'AMI, la commune n'est pas obligée d'attribuer suite à une proposition. On n'est pas sur un marché public. On respecte les règles de la commande publique, mais ce n'est pas un marché. Et autre cas, un changement un peu de stratégie, soit à l'échelle du site où l'usage à 10, 20, 30 ans va évoluer et que donc le photovoltaïque n'est pas du tout approprié, ou un raisonnement plus global, plus stratégique sur le déploiement du photovoltaïque sur la commune, et que donc peut-être ce site-là, en petit investissement et donc pas en autoconsommation, n'est peut-être pas le plus approprié. On a la majorité des projets qui sont en cours de discussion, d'échange et de négociation, sur toutes les typologies d'ailleurs, parking, toiture et cours de tennis. À nouveau, pourquoi on en est là, c'est le temps d'appropriation côté commune qui est assez variable, parce qu'il y a le temps qui peut être alloué, d'où on part à la base aussi de la connaissance du sujet, donc ça prend du temps. Et on a aussi les offres et les propositions des opérateurs qui peuvent évoluer. Pourquoi? Parce que c'est basé sur des critères très factuels. Favorablement, il y a eu la baisse des coûts des modules photovoltaïques, des panneaux, mais à l'inverse, le tarif d'achat a baissé, donc la vente de l'électricité, les recettes pour les opérateurs baissent. Tout ça dans un contexte de taux d'emprunt pas forcément les plus favorables par rapport à d'autres années. Donc les choses évoluent, attendre, ça continue à évoluer, donc mais ça peut aussi, il peut y avoir des bonnes surprises. Donc, c'est des projets en cours et peut-être que cette réunion va faciliter les démarches. Et enfin, on a aussi des projets où les choses sont bien avancées. Le cas des projets qui vont avoir une délibération prochainement. La délibération, ça acte la convention d'occupation temporaire, donc le contrat entre la commune et les opérateurs, et l'opérateur, précisément pour le site en question qui est l'objet de la convention. Donc là, on a des projets en toiture aussi, toujours, et parking. Si je fais le calcul et que je grossis un peu, on est à 2 MW crête de projets qui vont être signés très prochainement. Ça va faire l'objet d'un des témoignages. Donc,
Vous allez avoir plus de détails bientôt. Et un projet qui a déjà eu une délibération, qui va faire aussi l'objet d'un témoignage, où là, on est sur le cas plutôt d'ombrière de parking, et le volume est assez important et approche les 1 MW. Donc, sur les 6 prévus, en étant optimiste, si tout va bien, on a au moins 3 MW crête et plein d'autres projets en attente. Donc, on espère que ça va se faire. Dans tous les cas, la démarche a permis aux communes d'avoir une meilleure vision de son patrimoine au niveau photovoltaïque et de la démarche par rapport à ça. Je vais laisser la main à Communet, à monsieur le maire monsieur Chenet de Communet, pour le premier témoignage. Pour ce qui est des questions, il y aura un temps après les 2 retours d'expérience. Je suis pas tout seul. C'est deux. Bonjour à toutes et à tous, et à ceux à qui j'ai pas eu le temps de dire bonjour tout à l'heure. Je suis arrivé un peu à la bourre. Voilà, donc on est deux. Hein. Donc il y a l'opérateur et il y a la commune. Donc je vais commencer par dire quelques mots sur la commune. Donc Communet, bon, ça fait 4600 habitants. Et on a déjà une expérience aujourd'hui de production solaire, puisque on a déjà travaillé avec un opérateur qui a investi sur la commune. Et on a aujourd'hui 3 toits solaires qui sont opérationnels sur la commune pour une puissance à peu près de l'ordre de 250 kW crête. Voilà, donc on a à la fois une école qui était neuve et pour laquelle on avait prévu de mettre des panneaux solaires. Et puis on a deux structures qui ont été financées par notre investisseur. Une structure qui sert déjà de halle pour les boulistes. Hein, c'est une structure qui fait 660 mètres carrés au sol. Et l'autre structure qui est exactement la même, qui fait 660 mètres carrés aussi, et qui va servir pour la construction de notre centre technique municipal. Voilà, donc, on a déjà une expérience, nous, d'investisseurs sur la commune, avec deux façons de faire. Hein. Un bail à construire pour des constructions et puis un bail pour une occupation d'un toit. Alors, on avait pris l'engagement dans la campagne électorale d'alimenter nos bâtiments avec de l'énergie solaire pour pratiquement la totalité de notre consommation. On était parti sur 50, puis on a un peu évolué. Et donc, du coup, on s'est tout à fait inscrit dans l'appel à manifestation du CIGERLI. Et donc, on a souhaité développer des ombrières solaires sur notre site sportif et culturel de la Plaine. C'est là où on a déjà 2 toits solaires. Et donc, c'est là où on a souhaité pouvoir couvrir les parkings, puisqu'on a plus de 80 places. Donc, on était aussi soumis à la réglementation qui demande que pour les parkings de plus de 80 places, il y ait des ombrières solaires. Et puis, on avait encore un peu d'espace autour pour développer aussi la pratique de sport ou de manifestation à l'abri et du soleil et de la pluie. Parce que c'est aussi intéressant de se protéger du soleil, puisque quand on fait un projet comme ça, il y a des endroits où on protège aussi des bâtiments du soleil et ça permet que ça monte un petit peu moins en température. Parce que quand même, les panneaux solaires, ça consomme plus de 20% de l'énergie solaire. Il y a un rendement, c'est même un peu plus que ça. Donc c'est de la chaleur qui ne va pas non plus chauffer nos bâtiments. Voilà, donc on a choisi la proposition de Serre l'Énergie et de Sioussen pour notre projet, parce que c'était celle qui répondait le mieux à notre demande, aussi bien au niveau technique qu'au niveau financier, puisque notre souhait, c'est effectivement de ne pas avoir à mettre de l'argent de la commune, puisque de toute façon, on n'en a pas à mettre là-dedans, donc vous avez bien compris. Donc, on a souhaité que ce soit un projet qui soit plutôt intéressant financièrement pour la commune et qui puisse aussi être évolutif. Donc, on est parti avec un projet qui était à moins de 500 kW et aujourd'hui, on a pratiquement 900. Alors, je ne sais pas où on s'arrête, où on se passe la main. Je ne sais pas comme vous voulez, vous me direz. Et donc, tout simplement parce qu'en travaillant avec Sioussen et avec la CERN, on s'est aperçu qu'on pouvait mettre un peu plus de panneaux solaires sur le site, faire un peu plus d'ombrières. Et donc, du coup, on aura un projet qui se fera en 2 temps, puisqu'on est limité
par les fameux 500 kW crête par point d'injection sur le réseau. Et puis, on est aussi limité par la distance entre 2 points d'injection sur le réseau. Voilà, donc, il y a une première phase qu'on peut faire tout de suite, et puis une deuxième phase qu'on fera dans le futur. Bon, je laisserai mon interlocuteur et voisin vous en dire un peu plus sur le projet. Donc, aujourd'hui, nous, on a déjà délibéré, donc on est déjà prêt à faire l'opération. Les études de sol sont faites, puisqu'elles ont été faites cette semaine, et on attend le permis de construire pour le mois de juillet, de mémoire. Voilà, donc, et on espère que d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, ça puisse être réalisé. Voilà, donc c'est un projet qui est relativement important. Alors, il n'est pas bien sûr en autoconsommation, hein, puisqu'on parlera d'autoconsommation tout à l'heure, et on réfléchit aussi à ce sujet-là sur d'autres projets, puisqu'on a d'autres projets sur la commune. Mais globalement, sur la commune, on doit avoir plusieurs hectares de frigo dans les entreprises. Donc, on sait très bien où vont aller nos électrons, donc ils ne vont pas aller loin, donc ils ne vont pas non plus pénaliser le réseau de distribution et être transportés sur des grandes distances. Voilà, moi, ce que je voulais dire en introduction, c'est bon dans les temps, parce qu'il y a les chefs-temps là-bas. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Loisel. Bonjour, je suis Benjamin Loisel. Je vais commencer par me présenter. Je travaille à la CERL, Société d'économie mixte, qui est le bras armé de la métropole de Lyon. Donc, pour la vocation et le métier principal, c'est de faire de l'aménagement et puis également d'être facilitateur pour le développement au départ des projets urbains, mais après de tout ce qui gravite autour, les développements immobiliers, et puis avec Sarl Énergie depuis 2010, donc ça fait déjà 14 ans, sur les projets de développement d'énergie renouvelable, photovoltaïque comme géothermie, de façon à aider la vocation de Sarl Énergie, c'est d'aider les communes à pouvoir développer ce type de projet, et justement en se positionnant en tant que tiers investisseur pour que ça ne coûte rien aux communes, mais qu'elles puissent contribuer au développement des ENR sur le territoire. Je remercie tout d'abord le CIGERLI pour cette AMI, parce que c'est vrai que dans un contexte de forte demande, entre il y a 2 ans l'explosion des coûts de l'énergie, l'électrochoc que ça a été pour tous les acheteurs d'électricité, à savoir tout le monde, et les obligations qui arrivent également avec la loi APER de mars 2023, on a beaucoup de demandes, beaucoup d'AMI qui sortent, et c'est vrai que le travail du CIGERLI a été assez salutaire pour les développeurs, parce que ça a permis quand même de dégrossir d'étainement, dégrossir le travail, et ça a permis aux opérateurs de se positionner. Et le succès de l'AMI, qui va quand même au départ sur 6 mégas de potentiel, va a priori en transformer au moins 3. Donc c'est plutôt, je pense, dans la grande galaxie des AMI, un taux de réussite qui est élevé. Ce succès, on le doit justement au travail qui a été fait d'analyse, de pré-analyse, de pré-délibération, qui ont permis de sécuriser les opérateurs et de travailler efficacement pour faire des propositions fiables. Donc, c'est une première chose. Et puis, je remercie M. Chaunet, Mme Savary et plus généralement la commune de Communet pour nous avoir donné confiance et puis pour avoir aussi souhaité avancer vite sur ce projet. C'est pas pour rien qu'on est aujourd'hui le premier projet, mais il y en aura d'autres à faire une délibération. C'est qu'il y a aussi une vraie proactivité de la commune sur le développement des ENR. Donc pour les présentations, c'est fait. Je vais vous parler peut-être, si on peut revenir sur le slide précédent, simplement pour... Donc, Sarl Énergie, on existe depuis 2010. On a fait, donc là, vous avez quelques images de nos réalisations un peu phares sur Lyon 7, le HLU avec la centrale la plus puissante de Lyon Intramuros, 1,1 MW crête, qui est en service depuis avril. C'est très récent. Et le parking des Panettes en bas à droite, donc parking relais Mézieux, 1,9 MW crête. Mais ça, c'est des dimensions de projet qui sont assez faciles pour les opérateurs tiers investisseurs. Ce que propose les CIGERLI, c'est d'agglomérer beaucoup de petits projets. Et pour ça, il a fallu, nous, qu'on s'adapte. Et c'est la raison pour laquelle on est venu se marier sous forme de groupement et puis peut-être demain sous forme de filiale dédiée. On s'est marié avec Siouson pour pouvoir faire des propositions à Communet comme aux autres communes. Et donc avec Siouson, on peut sortir. Donc Siouson est un opérateur qui agit à l'échelle nationale et qui massifie grosso modo le process pour obtenir finalement des
business plans qui sont plus compétitifs et qui permettent de sortir des projets là où Serre l'énergie seule n'y arrivait pas. Typiquement, là, on voit en bas à gauche un parking, donc des ombrières, avec en plus des bardages décoratifs qui font donc sur une puissance de 100 kW. Donc c'est la force de cette filiale, c'est de pouvoir répondre aux besoins des communes et donc rajouter une corde à notre arc en tant que bras armé des communes pour pouvoir répondre aux besoins qui arrivent sur la solarisation des parkings. Donc si je reviens sur le slide suivant, le projet, on est, comme l'a dit Jean-Philippe Chenet, on est parti au départ de 450 kW crête pour aboutir au double en 900, en scindant en plusieurs phases le projet. Et surtout, la demande de la commune, elle a été aussi d'être accompagnée et de pouvoir profiter de la plus-value de ce projet pour pouvoir apporter des services additionnels sur l'espace sportif. Et donc, c'est la raison pour laquelle on fait non seulement des ombrières photovoltaïques qui produisent de l'énergie, sur lesquels d'ailleurs on pourra proposer à terme, si besoin, de l'autoconsommation collective, mais c'est un autre débat. Mais donc on produit l'électricité, ça c'est l'ouvrage premier, mais on vient aussi, dans le cadre de l'offre qu'on a faite, fournir des racks à vélo et également donc, des habillages bardage. Donc tout ça c'est gratuit pour la commune et vous allez même percevoir un petit loyer avec ça. Et par contre, on étudie aussi en parallèle, mais ça c'est pas encore, la réflexion n'est pas encore totalement aboutie, mais on essaye de répondre aux besoins de la commune aussi, de pouvoir construire, grâce à la valeur créée par ce projet, un local pour votre association de boulistes. Donc, simplement pour dire qu'on essaye de répondre au mieux aux besoins des communes et d'apporter une réponse à un besoin additionnel qui peut être sur la mobilité ou sur des espaces, les espaces qui peuvent répondre aussi à des questions de sport santé ou là, pour le cas de Communet, simplement un local pour vos associations. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. C'est pas les questions, c'est tout de suite. C'est comme vous voulez. Soit on fait le deuxième projet, on fait les questions globales à la fin, ou on fait à la fin. Et là, on achète. Témoignage de Chaponneau avec Graines d'énergie. Peut-être juste un dernier mot. Je vous en prie. Ce qui est important pour nous, c'est d'aller au bout des projets. Donc, comme on est sur un objectif de dépôt de PC cet été, et donc autant on arrive à s'engager sur la météo et à prendre un engagement de 30 ans financier sur l'ensoleillement qui fera pendant 30 ans, autant il y a une autre météo qui est un peu moins prévisible, c'est les météos politiques. Et là-dessus, j'insiste sur la nécessité de prendre les projets quand la conjoncture permet de les prendre, parce que peut-être que demain, ce sera moins le cas. Voilà. Merci. Pareil, c'est comme vous voulez. Cédric Laurent, je suis conseiller municipal à Chaponneau, délégué à la gestion des bâtiments publics et du patrimoine historique. Du coup, Chaponneau, 9300 habitants, commune de l'Ouest lyonnais. On a une vingtaine de bâtiments publics représentant 25 000 mètres carrés de surface. Et du coup, on a souhaité participer à l'AMI organisée par le Cyberlibre 2023 pour développer les énergies renouvelables au sein de la commune. On a actuellement deux sites qui sont un site principal qui est équipé de photovoltaïque, une école, avec 144 locaux. On a la construction d'une nouvelle MJC qui va être livrée en octobre prochain, où également on a présente le photovoltaïque. Sinon, donc du coup, dans le développement, avec le Cyberlibre, donc on a identifié 5 autres sites au sein de la commune pour développer le photovoltaïque. Et sur ces 5 sites proposés, on en a déjà retenu 2 pour avancer rapidement sur ces projets. On a donc les ombrières sur un parking de notre salle omnisport. Un projet de 1600 mètres carrés d'ombrières avec la société Hornet qui est également présente
salle. Je présente une délibération au conseil municipal mercredi pour faire valider le projet et il est prévu qu'on délivre un permis de construire avant courant juillet, pour que les démarches puissent commencer, puisse commencer les démarches administratives dès la fin du mois de juillet. Donc voilà, premier projet avec environ 300 kilowatts crête produits. Deuxième projet que va développer le collectif Graines d'énergie qui est présent à côté de moi. On l'a représenté là et à côté de moi, sur notre centre technique municipal, où pareil, un projet qu'on souhaite faire avancer très rapidement, avec une délibération au conseil municipal en juillet, et puis la suite comme pour le projet des ombrières avec Ornet, une installation pour le premier semestre 2025. Sur le centre technique municipal, donc 1900 m², un peu plus de 380 kW crête de prévu. Voilà, un projet qui est également bien avancé. Je vais peut-être laisser la parole tout de suite donc la représentante du collectif de Graines d'énergie qui va présenter peut-être le collectif et puis le. Merci. Merci. Bonjour, Agnès Touraille, je suis coprésidente de ce collectif Graines d'énergie. Peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une centrale villageoise. En fait, c'est un collectif citoyen, bénévole, vous entendez, oui, c'est bon, qui rassemble des citoyens des 5 communes de la communauté de communes de Vallée-du-Garonne et qui adhèrent à l'esprit et à la charte des centrales villageoises. Il y en a sur à peu près tout le territoire du Rhône, quasiment. On était un des derniers territoires où il n'y en avait pas. Alors, centrale villageoise ou centrale citoyenne, puisqu'un de Toit Soleil sur le territoire de la métropole est une centrale citoyenne, ce qui est exactement dans le même esprit. Notre but, c'est de produire de l'énergie locale, décarbonée, pour répondre aux enjeux climatiques, par les citoyens et pour les citoyens. C'est un petit peu différent d'une société privée, etc. Donc, on va créer pour ce faire une société locale à gouvernance citoyenne qui va développer et financer des installations voltaïques sur le territoire de la CCBG avec l'aide des citoyens. On a donc créé notre société qui est une SAS en mars. Voilà, c'est fait. Ça a été un peu difficile. Ça fait quand même presque 2 ans qu'on était en train de faire ça. Hein, donc, voilà. Et l'idée, on est obligé de créer une société hein, pour vendre et produire de l'électricité. On ne peut pas le faire en tant qu'association de bénévoles, bien sûr. Hein, c'est quand même. Voilà. Et on a donc candidaté à Chaponneau dans le cadre de l'offre du Cigerli en association avec un de Toit Soleil pour les toits de Chaponneau. Et on a été retenu, donc je peux faire l'avance sur le truc. Comme ça. Alors, on a été retenu pour le toit du centre technique municipal. Donc voilà le projet tel qu'il va se faire et les caractéristiques techniques. Voilà. Donc 2400 m² de toiture. Moi j'ai 1800 m², mais enfin c'est pas grave, on est dans le même dans le même ratio. Ce qui va produire, vous avez des chiffres là, la consommation d'environ 200 foyers. Ce qui n'est pas négligeable, même si on est en vente totale, hein, on est bien d'accord, mais néanmoins, c'est la production pour l'ensemble de la population. Il faut savoir que cette SAS, elle est gérée bénévolement, donc on est un petit groupe de 15 personnes. On est pour l'instant 11 administrateurs qui ont donc fondé la société en participant au capital, plus quelques bénévoles sympathisants, mais qui ne sont pas encore investis financièrement, on va dire. Et on a recruté une quinzaine d'autres personnes qui sont actionnaires à l'heure actuelle. Donc, on commence à augmenter notre capital parce que pour cette installation qui est assez importante,
nécessairement, il nous faut des fonds. Voilà. Donc, on recrute des actionnaires de manière à avoir suffisamment de fonds propres pour pouvoir emprunter le reste et le rembourser avec ce que ça va produire. Est-ce que j'ai tout dit? Ou est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Ah, peut-être on en est. Alors, on a fait faire les devis. Voilà, les devis d'installation de panneaux. On est en train de faire les recherches des études de structure, parce qu'on a un problème sur ce bâtiment. Il y a un endroit où il y a des poutres en béton. Et le béton, c'est pas comme le bois ou le fer, ça j'ai bien compris. Il suffit pas de mesurer la taille de la poutre pour savoir si c'est assez solide. Donc il faut savoir la composition du béton, et c'est pas facile à les retrouver, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et une fois qu'on a ça, on saura ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, on est en train d'enquêter auprès d'un ancien propriétaire qui nous a orientés sur le constructeur. Enfin, tout ça, c'est un schéma assez long pour retrouver la structure. En fait, on s'est aperçu que c'était EM2C qui est à Bourg, qui avait fait la construction. Donc, je pense qu'on va pouvoir avoir, la composition de ce qui a été fait à l'époque. Voilà, on en est là. Ça avance. On va passer au temps de questions-réponses, on espère. Si vous avez une question, vous savez à qui ça s'adresse. Commencez par là, si c'est pour un peu l'ensemble des participants. Alors, si elle levez la main, Charlie viendra à vous avec Bonjour, monsieur Sancho, élu sur la commune de Boulin-Pierre-Bénite. Je m'interrogeais sur deux questions. La première, si mes confrères des communes, est-ce que c'est un sujet qui a un impact ou pas sur le décret tertiaire de votre commune ou pas? Nous, on avait été interrogés, on avait eu pas mal de tiers financeurs qui étaient venus nous voir. Et on s'était rendu compte qu'en fait, dans le mix énergétique de notre commune, les panneaux photovoltaïques ne pouvaient pas rentrer dans nos cellules. Et donc, résultat, on perdait une capacité d'améliorer notre efficacité énergétique de notre mix. Donc, la question, c'était, première question posée à mes confrères. Et la deuxième question, c'est est-ce que demain, on peut essayer d'imaginer une forme de tiers financeur où la commune resterait propriétaire, au moins en majorité, pour pouvoir le garder dans son mix énergétique de sa commune. Merci pour les deux questions. Je vais me permettre d'aborder plutôt la deuxième et je passerai la main pour la première, même s'il y a une part des réponses, je pense. Mais bon, pour ce qui est, donc, vous avez mis le point, vous avez mis le doigt sur quelque chose de crucial, c'est les communes n'ont pas forcément de budget pour investir, donc on fait appel au tiers financement, mais dans l'état actuel des choses, le tiers investisseur est le propriétaire de la centrale qui est construite et mobilisée. Donc, ce qui fait que la commune ne peut pas profiter directement de l'énergie en tant qu'autoconsommateur. La notion d'autoconsommation, on va y revenir juste ensuite. Donc, si ce n'est pas clair maintenant, j'espère que ça répondra ensuite. Mais c'est vrai que là, on a un propriétaire du terrain, de la toiture, qui est la commune. On l'a émis donc, et le tiers investisseur qui est propriétaire de la centrale. L'idéal serait de cumuler l'avantage d'un financement tiers et l'utilisation quand même sur place de l'électricité. Mais à ce stade, au niveau juridique, on n'a pas de réponse parfaite. On cherche, mais globalement, avec les règles de la commande publique, c'est plus compliqué que les solutions qui peuvent exister dans le cadre de deux entités privées. Il y a, je ne vais pas détailler parce que je ne maîtrise pas forcément, mais il y a les marchés de concession qui pourraient répondre à ça, mais on est sur quelque chose de vaste. On parle d'un marché de concession et tout n'est pas, enfin c'est des pistes. Il y a quelques communes en France qui commencent à se lancer là-dedans, mais on n'a pas beaucoup de retours d'expérience, parce que c'est des questions qui se posent récemment et on n'a pas forcément un recul très grand.
Et donc, pour le décret tertiaire, je voulais répondre La réponse suivra. Merci beaucoup. Je vais juste vous donner quelques éléments. À partir du moment où c'est un investisseur, c'est en dehors, donc c'est pas dedans. Je pense que ça doit fonctionner si c'est la commune qui investit et qu'on a une autoconsommation. Mais il faut autoconsommer sur le site. C'est ça? Ça vous va? C'est ça? C'est bien ça, c'est de l'autoconsommation individuelle qui peut être comptée dans le décret tertiaire. Et donc, le consommateur, sous-entend propriétaire d'installation et de la centrale et du bâtiment. Du coup, l'autoconsommation collective ne serait pas pris en compte dans les personnes. La partie collective, qui est donc utilisation du réseau, ne peut pas être comptée dans le décret tertiaire à ce stade. Même en ACC patrimonial. À notre connaissance, même en ACC patrimonial, donc ACC patrimonial, autoconsommation collective patrimoniale, donc que les bâtiments communaux maîtrisés par la commune, et gérés par la commune, mais en fait, il y a utilisation du réseau et on considère que c'est sur place, c'est sur le bâtiment. Alors là, c'est les lois actuelles. Bien sûr que j'aimerais quelque chose d'encore plus favorable, mais c'est vrai que ça lance plein de questions d'ouvrir ça. Je pense qu'en autoconsommation collective, c'est le bâtiment, il y a le point d'injection, on peut le compter dans le décret tertiaire et je sens que la lecture est possible comme ça. En revanche, les bâtiments communaux du point d'injection, là, ok, on ne peut pas le compter dans le décret tertiaire, mais celui qui est support, il me semble que oui, c'est ça. Merci de préciser, parce que j'étais peut-être pas très claire dans ma réponse. Quand on est sur place, on est d'autoconsommation individuelle, donc on regarde d'abord le bâtiment producteur. Là, ça peut répondre donc au décret tertiaire. Et après, les autres bâtiments qui sont dans la boucle, donc je vous répète, tant pis, mais utilisation du réseau, où là, on ne peut plus en profiter, entre guillemets, dans le cas du décret tertiaire, on en profite par rapport à l'électricité produite. Désolée, c'est juste pour être sûr. Par contre, si par exemple on est sur un groupe scolaire qui va produire en été du photovoltaïque, cette consommation-là, même si elle profite à des bâtiments aux alentours, elle pourra être prise en compte dans le décret tertiaire pour le bâtiment d'un groupe scolaire. On regarde ce qui est consommé sur place. En fait, le taux d'autoconsommation d'électricité utilisée sur place à chaque instant T est considéré comme une réduction de la consommation. Donc, en effet, l'été, c'est une remarque qui s'applique bien aux communes. Vous avez des écoles, elles sont peu utilisées l'été. Il y a des fois des centres aérés, mais voilà, il y a moins que la semaine, l'année scolaire. Et donc, là, il y a moins de consommation. Et cette électricité qui sera produite sera consommée en partie sur place, mais plutôt un talon de consommation assez faible. Et le reste, donc si on est uniquement en autoconsommation individuelle, ira sur le réseau et peut être vendu. Et si vous êtes en autoconsommation collective, sera réparti avant la vente, avant un éventuel excédent, sera réparti sur les autres bâtiments communaux. Mais on sort du coup de la notion de décret tertiaire parce que c'est regarder ce qui est sur place, sur le bâtiment en lui-même. Thierry Dienseger, premier adjoint à Bourle. J'avais la question sur, évidemment, les décrets tertiaires, parce qu'on est assez impactés tous. Deuxième chose, est-ce qu'on peut avoir une idée du revenu locatif? Alors, j'imagine que ça doit être très, sur le contrat passé. Oui, je sais que c'est tout petit, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite idée quand même par rapport, je ne sais pas si c'est un rapport à la production, kilowatt crête, mégawatt crête. Il y a quelque chose d'une petite idée ou complètement aléatoire en fonction du contrat passé? L'un des opérateurs va se pencher dans une réponse, si vous avez une formule explicite. Après, voilà, je gagne un peu de temps si quelqu'un se désigne, mais globalement, ça dépend vraiment de la production potentielle du site. Plus la production est élevée au long de l'année,
parce que l'inclinaison de la pente, si c'est en toiture, va bien, parce que sur un parking, on est sur une grande installation. Plus c'est favorable à la pollution, plus il y aura de revenus en contrepartie. Parce que voilà, c'est un modèle de rentabilité. Alors, peut-être un peu moins pour M. Tin va intervenir donc de DTS, mais globalement, plus il y a de recettes qui se dégagent, plus il est possible de verser une redevance, un loyer à la commune. Comme on est un collectif citoyen, on est peut-être moins confidentiel des défense que d'autres. Voilà. Disons-nous, sur la métropole de Lyon, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 6 € du kilowatt-crête installé. Plus éventuellement un pourcentage du chiffre d'affaires, mais de toute façon, c'est des pouyennes. Donc, l'ordre de grandeur très, très macro, vous prenez 6 € du kilowatt-crête, parce que avant on faisait au mètre carré, mais bon, c'est plus simple de savoir, ben, voilà. Après, ça pourra monter à 7, 8, peut-être, c'est l'ordre de grandeur. Par an. D'ailleurs, je veux bien, à mon avis, il y a deux cas assez différents. C'est le cas où on utilise une toiture de la commune déjà existante. Il est assez légitime de toucher un loyer. Il y a le cas où il y a la fourniture d'une installation, que ce soit une ombrière, un bureau, etc. Dans le cas, on peut considérer que la fourniture et l'apport en elle-même, on parle quand même de centaines de milliers d'euros, et que quelque part, le loyer de 100, 200 euros. Rappelons aussi qu'il y a quand même l'IFER qui généralement donne une partie, alors je ne sais pas trop comment ça marche ici, la collectivité est tellement compliquée que je ne sais pas comment ça marche, mais qui pour une installation type mettant 300 kW va faire quelque chose comme 1 000 € par an. La collectivité au sens large ici. On peut aussi ajouter qu'à la fin de la concession, ben, ça revient à la commune. Et que là, la commune, elle récupère la totalité de la production. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est en général 25 ou 30 ans. Mais il faut attendre jusque-là. Après, si tout fonctionne encore, et normalement, tout doit fonctionner, puisque c'est ce qui est prévu dans les contrats qu'on va passer, hein, puisque Sylvie a rédigé des choses comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on l'aura. Ben, ça revient complètement dans le patrimoine de la commune, où c'est démonté complètement aux frais de celui qui l'a installé. Donc, ça peut être aussi, si ça fonctionne, des retours financiers, du coup, plus importants, parce qu'il n'y a plus de prêt, il n'y a plus d'investissement à financer. La question, elle était aussi que sur un projet pragmatique de 150 kW qu'on a actuellement, savoir si on pouvait aussi faire l'investissement nous-mêmes et voir l'investissement porté par la demande. C'est aussi pour voir s'il y a un intérêt ou pas. Il y a des investisseurs, c'est différent. Eh bien, on pourrait le faire nous-mêmes. Oui, alors, il y a la notion de capacité d'investissement qui voilà. Mais en effet, si un site, dans la ligne, s'il arrive ou autre, hein, finalement, s'il a une réponse d'un investisseur d'une structure de développement solaire, on peut penser que ce serait aussi intéressant pour la commune. Et si on déborde sur le futur sujet, mais voilà, si la commune porte l'investissement, elle peut regarder aussi l'autoconsommation. Par rapport à la dernière remarque, sur l'investissement de la commune, il faut aussi, je pense, prendre en compte le pilotage du projet. Et au-delà de l'investissement pur des panneaux, il y a la capacité conduite des investisseurs à mener le projet. Il y a une gestion du projet, évidemment, c'est pas anodin. Outre les coûts d'investissement, il y a les coûts d'exploitation, de maintenance aussi, qui peuvent être assez importants. Nous, on gère qu'un site en régie et on voit qu'effectivement, en tout cas, ce portage-là auquel on ne pense pas tout de suite a des impacts. Et en tout cas, via une AMI, ça a au moins l'aspect positif d'externaliser ces coûts-là, qui sont évidemment des coûts de fonctionnement, pendant la durée de la mise à disposition.
Bonjour, Thibaut Casters, mairie de Saint-Fond. Je voulais savoir si le CGL, dans le cadre de cette AMI, a eu des exigences ou un cahier des charges particulier concernant le choix des panneaux, des cellules, entre des cellules qui sont fabriquées à l'autre bout du monde. Alors, il y a des bilans carbone différents, je suppose que c'est des bilans un peu éthiques avec les matériaux. Est-ce qu'il y a eu un regard ou une exigence de ce côté-là ou pas du tout? C'est complètement laissé au choix des opérateurs. Il n'y a pas de réponse aussi drastique, je dirais. On est dans le cadre d'un AMI, donc déjà il y a la structure, le montage juridique qui fait qu'on ne peut pas imposer aux opérateurs tous les critères. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du marché public et il y a une liberté de réponse de la part des opérateurs. Après, il y avait quand même des critères, une grille d'analyse que l'on a mené à Cigérie Commune. On a fait des groupes de travail pour déterminer ces critères-là. Donc, le critère évidemment qualitatif était regardé et aussi les critères environnementaux. Ça en faisait partie, c'était dans la grille de lecture, mais ce n'était pas rédhibitoire, par exemple. Il y a eu des réponses, c'est vrai que ça n'a pas été trop abordé, mais il y a eu des réponses de panneaux provenant d'Europe, enfin, une partie du processus est même en France. Il y a eu des panneaux qui viennent de Chine, qui sont assez compétiteurs sur le marché actuellement. Donc, il y a monsieur Loisel intervenir. Pour compléter. Pour répondre à la question, on propose et on est tout à fait demandeur, nous, en tant que développeurs, de pouvoir poser des modules. Alors, le module Made in France n'existe pas. Il existera peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, il n'existe pas. Il est en partie assemblé en Europe. Il y a toujours à un moment donné une part du process aujourd'hui qui est mais quoi qu'il en soit, il y a des modules plus vertueux que d'autres du point de vue de la stratégie industrielle. Et là, c'est des. Même au-delà, parce qu'il y a la thématique vertueuse pour l'environnement. Soit en Asie ou en Europe, il n'y a pas vraiment de débat. Qu'on soit le GIEC, le rapport du GIEC de 2023 est très clair là-dessus. Mais par contre, sur les questions de stratégie industrielle, évidemment, il y a un débat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation de dumping fait par le marché asiatique, que aujourd'hui, sur 100% des projets dans lesquels on a fait à la demande de la commune l'exercice sur les deux types de modules, la commune a décliné la possibilité d'aller sur des panneaux qui soient made in Europe. Donc on sait faire, on peut bien faire. Ça fait aujourd'hui la situation industrielle de laquelle on hérite, parce que c'est des choix qui ont été faits en 2010, donc dont on hérite aujourd'hui, fait qu'on est beaucoup moins compétitif, mais peut-être que la situation s'inversera. Aujourd'hui, il y a deux gigafactories, alors en français on dit des grandes usines, mais des gigafactories qui seront en France. Peut-être que dans quelques années, on aura des panneaux qui seront plus compétitifs, il y aura peut-être des politiques protectionnistes, mais à ce stade-là, pour un marché mondialisé, aujourd'hui, le panneau européen est pas. Non, en gros, c'est 20% plus cher et 10% moins productif. C'est un très vaste sujet. Hier, d'ailleurs, il y avait une réunion organisée par Aura 2E et l'ADEME sur les différentes manières de financer le développement des ENR. Il va se passer à Lyon. Donc, il y a effectivement les privés, les projets citoyens, les communes elles-mêmes. De toute façon, le gap est tellement énorme qu'il y a besoin de tout le monde. Et chacun a des avantages et des inconvénients. Alors, je parlerai pour ma paroisse, évidemment. Les projets citoyens, l'un des axes forts, c'est qu'on est un projet local et on cherche toujours le plus proche local, donc que ce soit installateur local, assureur, mainteneur, etc. Et notamment, nous, dans la métropole de Lyon, les 3/4 des panneaux sont effectivement asiatiques, chinois. Il n'empêche qu'il y a toujours des panneaux qui sont quasiment, enfin les plus pensés qui soient, c'est les panneaux Voltec, qui sont assemblés en Alsace et dont une partie est créée en Europe. Et c'est vrai qu'ils peuvent être plus chers, mais on arrive à les installer sur nos sites, sur la métropole de Lyon. C'est un choix de notre projet. Et c'est vrai aussi que les études ont montré que tous les projets citoyens, quand vous investissez 1 euro dans un projet citoyen, il y a à peu près 2,5 €
de plus de retombées locales. Enfin, 2,5 fois plus de retombées locales sur le territoire qu'un projet classique, parce que il y a l'écosystème local citoyen qui joue sur le système. Bon, et dernier point, on parle souvent des panneaux chinois, mais quand vous achetez une voiture Peugeot, par exemple, elle est souvent fabriquée ailleurs qu'en France. Hein, et pas seulement en Europe. Les iPhones, c'est pareil. Sachez que dans le coût d'un projet photovoltaïque, les panneaux, c'est pas, alors je ne sais pas si c'est 20% du coût du projet, mais c'est pas si énorme que ça. Il y a les installateurs, il y a l'onduleur, il y a le câblage, il y a la maintenance, il y a tout. Hein, donc il ne faut pas non plus. Alors, nous, on préfère les panneaux Voltec français, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur ça. Et les Chinois, parfois, ils sont très bons. Malheureusement, je dirais, à cause de notre politique industrielle en France, mais désastreuse. On parle beaucoup de prix et on a un autre enjeu qui était un peu en filigrane, c'est celui du volume. Alors nous, on travaille beaucoup avec Photowatt, qui est à Bourgoin-Jallieu depuis des années. Alors on essaye de les faire travailler, mais l'enjeu, ils sont un peu plus chers, ça c'est sûr. Après, sur des projets d'ombrières, qui sont des projets un peu coûteux, l'écart de prix peut parfois s'encaisser, mais le problème, c'est le volume. C'est-à-dire que ces industriels français qui font, c'est vrai qu'une partie du process en France, ils ont aujourd'hui des capacités de production de quelques centaines de mégawatts, là où en France, on va installer des milliers de mégawatts donc, chaque année. Donc la difficulté, c'est de réussir à sécuriser les volumes. Et puis, sur certains projets ponctuellement, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas capable aujourd'hui en France de faire des projets photovoltaïques 100% français ou même européens en volume. Merci. On va passer à la deuxième partie. On va parler d'autoconsommation, puisqu'on l'a déjà abordé. Il faut préciser que le modèle de l'AMI, investissement, le modèle de l'autoconsommation, ce n'est pas des modèles qui s'opposent, c'est vraiment des stratégies qui peuvent être complémentaires. C'est vraiment selon peut-être la typologie du bâtiment, son rendement photovoltaïque, et les capacités à varier d'investissement. Donc, il faut garder à l'esprit que dans le cadre de l'AMI, on a proposé une solution parmi d'autres aux communes, celle qui nous semblait plus rapide peut-être dans un premier temps, mais il y a aussi d'autres manières de faire et de refaire. Tant que ça se développe, c'est ce qui compte, les objectifs sont ambitieux. Ça a été évoqué lors des témoignages. Il y a aussi des obligations qui arrivent, des obligations réglementaires. Donc, c'est un sujet dont il faut s'emparer par tous les bouts. Donc, rappel de l'autoconsommation, ça a été évoqué, donc je ne vais pas mettre trop de temps dessus, mais on a pour l'autoconsommation individuelle ACI, on a un consommateur, un producteur, et en fait, c'est le même, c'est un seul site, c'est sur place. Matériellement parlant, il y a un seul compteur. Et la consommation est sur place de la production. Si la production est excédentaire, elle peut être revendue sur le réseau. En tout cas, elle est injectée sur le réseau. Pour ce qui est des tarifs de vente, ça va être évoqué rapidement dans le témoignage suivant. Mais voilà, il y a des tarifs selon la puissance de l'installation, selon la typologie, autoconsommation, pas autoconsommation. L'autoconsommation collective, ACC, là, on peut avoir un ou plusieurs sites de production, un ou plusieurs sites de consommation, et ils sont dans une même boucle. Une boucle d'ACC, une boucle d'autoconsommation collective. Elle peut avoir une puissance maximale de production de 3 MW crête. Voilà, c'est des critères qui ont été fixés. Au niveau géographique, il y a aussi des critères. Sans dérogation, on est à 2 km. Donc, il faut imaginer un rayon d'un diamètre de 2 km. Et dans ce cercle, vous devez avoir tous les sites de production et tous les sites de consommation. Pas forcément que le site de production soit au centre, parce que d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs sites producteurs. On vous l'a dit tout à l'heure, la nuance entre autoconsommation individuelle et collective, c'est l'utilisation du réseau. Ce n'est pas sur place, donc on profite du réseau de distribution publique. Et donc, ça change la notion.
Il y a toujours, s'il y a un excédent, un surplus, il y a toujours la possibilité de le vendre. Ça ne change pas. Un visuel peut-être pour encore plus parler à l'Assemblée. Donc, autoconsommation individuelle, c'est d'abord sur le bâtiment. On passe par le réseau pour le collectif. On peut très bien alimenter des bâtiments qui ont aussi déjà leur propre production. Est-ce que ça peut être leur production, autoproduction individuelle sur place? Ça peut être aussi des panneaux qui ont été installés avec du tiers financement et puis donc en vente en totalité. C'est tout un système qui peut se compléter et la fameuse vente du surplus qui est possible. Donc, on a à nouveau dans les critères, dans les règles de l'autoconsommation collective, on a besoin d'une personne morale organisatrice, une PMO. Cette PMO, c'est une structure qui regroupe l'ensemble des consommateurs et des producteurs. Donc, juridiquement, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être, ce qu'on voit beaucoup, ça peut être des associations. La particularité qui existe côté commune, quand on parle de sites uniquement communaux du patrimoine de la ville, la commune en elle-même peut être PMO, personne morale organisatrice. Elle l'est par défaut, sans besoin de faire de démarches administratives. Et donc, la CC, dite patrimoniale, ça avait été évoqué tout à l'heure. Donc voilà, en illustration, on a plusieurs bâtiments d'une commune qui est présent dans la boucle. Le gymnase peut être le producteur, fait profiter d'abord son bâtiment et ensuite les autres. Ça peut être la mairie qui produit, ça peut être 2 bâtiments qui produisent, etc. etc. Qu'est-ce qu'on attend de la PMO? Elle interagit avec le gestionnaire de réseau. Pour notre territoire, c'est Enedis. Elle fait la procédure, la déclaration, la création de la boucle d'autoconsommation collective. En étape, notamment, c'est d'établir la clé de répartition. Donc, il y a une production sur un site. On peut vous conseiller de d'abord faire de l'autoconsommation individuelle. Ce n'est pas obligé, mais vous pouvez. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ce surplus? Où il est réparti? Et donc, il y a plusieurs clés proposées. Le plus consommateur d'abord, le site qui a des factures d'électricité plus hautes, etc., etc. Il y a plusieurs choses qui sont proposées et c'est établi et ça peut être changé au cours, une fois que la procédure, l'opération est lancée, que la boucle est en opération et en fonctionnement. C'est quelque chose qui peut être revu si on voit que c'est plus pertinent de finalement alimenter d'abord l'école. Le gestionnaire de réseau Enedis a la main sur les données et les transferts aux fournisseurs d'énergie. Pourquoi? Parce que les consommateurs ont toujours un fournisseur d'électricité. Par exemple, la nuit, les panneaux ne vont pas produire, donc vous avez besoin encore d'un fournisseur d'électricité en complément de votre production photovoltaïque. Les avantages, j'aurais pu commencer par ça, mais ce qui rejoint un peu ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire les factures d'électricité. Donc, vous avez une réduction de vos factures si vous êtes en autoconsommation. Individuelle, c'est l'ensemble de la part autoconsommée qui, entre guillemets, disparaît de votre facture du fournisseur. Donc, électrons et taxes. Et tandis qu'en autoconsommation collective, quand on utilise le réseau, les taxes restent présentes, donc vous payez encore le TURP. Et voilà, l'électron est bien déduit de votre facture. Il y a évidemment l'idée d'approcher une autonomie énergétique, de participer à la transition énergétique, valoriser votre patrimoine foncier. Et ce qui a été évoqué et qui est venu finalement naturellement pour vous, c'est répondre aux décrets tertiaires quand on est en autoconsommation individuelle. Il y a des obligations de solarisation avec la loi APER, donc d'accélération de la production des énergies renouvelables de mars 2023. Ça va s'appliquer sur les bâtiments et les parkings. Donc, ça va inciter à développer le photovoltaïque, mais ça va aussi vous demander de construire ces projets. Et ça peut être, entre guillemets, seul ou en tout cas investissement propre, mais ça peut être aussi entier investissement. Que fait le CIRI pour l'autoconsommation, et même finalement ça s'est vu avec l'AMI, on fait des études d'opportunité, donc des pré-études techniques pour analyser le potentiel du site. Donc avoir une première idée de est-ce que c'est favorable, pas favorable
au photovoltaïque, à l'autoconsommation individuelle. Donc, c'est pris en charge par le CIGERLI. Et quand on veut passer à une étape supérieure, disons, une étude plus approfondie, on a mis en place un marché pour les études de faisabilité photovoltaïque. Texol est le lauréat, donc le bureau d'études spécialisé dans le solaire, c'est l'intervenant suivant. Mais globalement, grâce à ce marché, à ces études, on peut étudier, donc approfondir ce qui a déjà été vu, mais aussi voir l'autoconsommation collective. Ils sont en capacité de regarder plusieurs sites à la fois. Il y a aussi la possibilité de faire plusieurs scénarios, de se projeter dans le temps, parce que c'est cet exercice-là qui est fait quand on regarde un potentiel photovoltaïque, c'est les coûts de l'électricité à long terme, mais aussi le bâtiment, son usage, la réduction éventuelle des consommations. Je passe la main à Texol, à Micra Fradin, et après il y aura encore une période de questions et réponses. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente Lucas Fradin, je suis ingénieur chargé d'études pour Texol. Et je vais vous présenter donc nos missions d'études de faisabilité qu'on réalise avec le CIGERLI pour les différentes communes, via un retour d'expérience pour l'étude de faisabilité que nous avons fournie pour la commune de Montagne. Un petit mot de Texol déjà, donc on a un bureau d'études indépendant spécialisé dans le solaire, autant dans le solaire photovoltaïque que dans le solaire thermique. Voilà, on va plus aborder le solaire photovoltaïque. Donc. Ouais, genre 1 minute. Il faut meubler un peu, on va rouvrir un peu. Fais des questions, fais des questions. Oui, si, je peux meubler. J'ai oublié de dire quelque chose. Il y a des affiches dans la salle avec un QR code. C'est une petite enquête destination plutôt des communes pour savoir vos besoins, votre niveau de connaissance sur un peu les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Vous pouvez y répondre en plaçant le QR code et il y a quelques enquêtes papier qui doivent être dans la salle. Merci. Merci. Donc, Amandine a déjà bien présenté l'autoconsommation. Je vais essayer de ne pas faire trop long sur ce sujet, mais bon, voilà, c'est quand même important de le présenter. Je vais m'attarder un petit peu plus sur l'autoconsommation collective, donc, puisque c'est plus de cela dont il est question avec les communes. Donc, l'autoconsommation collective, c'est en fait le principe de un ou plusieurs producteurs d'électricité photovoltaïque qui répartissent donc cette électricité produite en un ou plusieurs consommateurs. On a donc la production qui peut être directement allouée au site producteur en fait, et l'excédent, si excédent il y a, est ensuite réparti aux différents sites consommateurs qui ont été identifiés au préalable. Si une fois que toute la répartition a été effectuée et qu'il y a toujours de l'excédent, cet excédent est ensuite réinjecté sur le réseau public de distribution et est racheté par EDF. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une double économie sur la CC. Tout d'abord, une économie sur la facture et une économie via la revente du surplus avec EDF obligation d'achat. Je vais m'attarder rapidement, je vais pas m'attarder rapidement sur le EDF Power. Là, le tableau il est un petit peu brut. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est plus la dernière colonne, les derniers tarifs. Je ne sais pas si on les voit bien. Pour la période de mai à juillet 2024. Alors bon, les tarifs, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qu'il faut surtout retenir, en fait, c'est qu'on a plusieurs tarifs différents. On a le tarif TA, qui correspond aux deux premières lignes, pour les installations entre 0 et 9 kW de crête. Le tarif TB pour les installations entre 9 et 30 kW de crête, entre 36 et 100 kW de crête, et enfin le tarif TC, qui est tout en bas pour les installations entre 100 et 500 kW de crête. C'est un tarif qui évolue trimestriellement. Il est généralement amené à diminuer trimestre par trimestre.
Voilà, ce qu'il faut surtout retenir, en fait, c'est qu'on a des disparités entre les tarifs selon que notre installation est comprise entre 0 et 36 kW, entre 9 et 36 kW, pardon, et entre 36 et 100 kW. On a un tarif de rachat du surplus qui n'est pas le même, qui est plus intéressant pour une installation entre 9 et 36 kW. Donc, c'est une donnée qui est assez importante si on a une installation qui va produire beaucoup de surplus. C'est une donnée qui peut être assez intéressante pour visualiser un petit peu les bénéfices de ce surplus. Je vais vous présenter maintenant la méthodologie d'une étude de faisabilité Texol qui est tout simplement commune à toutes les faisabilités qu'on effectue. Donc tout d'abord, les deux premiers points, description du site et profil de la consommation électrique. Ce sont des points qu'on aborde avec les communes qui nécessitent un travail un petit peu administratif, puisque ça va requérir de nous fournir des factures d'électricité, des sites producteurs et des sites consommateurs qui ont été identifiés, mais également de nous fournir les DOE des différents bâtiments producteurs. Les DOE ils vont être essentiels pour simplement vérifier la compatibilité d'une structure, d'une toiture, d'un bâtiment, si cette toiture est compatible avec une installation photovoltaïque. On va donc avoir également une visite sur site pour tout simplement visualiser les sites producteurs, voir un petit peu les armoires électriques, c'est important aussi pour notre étude, voir si elles sont compatibles avec les installations qu'on souhaite mettre en place. Une fois qu'on a toutes ces informations, qu'on a identifié les sites producteurs et les sites consommateurs, on va pouvoir effectuer l'implantation et le dimensionnement de nos matériels solaires sur les différentes toitures. Cette implantation va ensuite nous permettre d'effectuer un bilan énergétique, économique et environnemental de notre faisabilité, de notre centrale photovoltaïque. Sachant qu'on fait quasiment 100% du temps des différents scénarios. Ça peut être des scénarios en fonction de l'implantation, si on souhaite une centrale photovoltaïque plus ou moins grande qui couvre un tel pourcentage des consommations, et un scénario également plutôt économique sur les tarifs d'achat d'électricité de la commune, dans des scénarios les plus favorables ou dans des cas les plus défavorables qui peuvent donc avoir un impact sur le bilan économique de l'installation. Et enfin donc une conclusion évidemment, où on renseigne l'intérêt énergétique de l'installation. Hein. Le but, évidemment, c'est d'autoconsommer le plus possible l'électricité produite, si possible, puisque le bénéfice est plus important sur la facture que le bénéfice avec le surplus. Et également un impact, évidemment, une conclusion économique, tout simplement, à savoir si l'installation est rentable sur le long terme. Voilà, donc je vais un petit peu mettre en pratique tout ce que je vous ai présenté précédemment avec notre étude de faisabilité que nous avons menée pour la commune de Montanet. Donc la commune de Montanet avait 3 sites producteurs identifiés. Le premier site, le rectangle vert en bas à gauche, c'est le centre technique municipal. Le rectangle rouge correspond au vestiaire et le rectangle orange correspond à un gymnase avec un auvent juste devant la toiture. Avec les DOE que nous a fourni la commune, avec la visite que nous avons effectuée sur site, le vestiaire a été éliminé de l'équation puisque la toiture comportait de l'amiante. Il fallait donc faire une réflexion de toiture avant de pouvoir poser une centrale photovoltaïque. Ce n'était pas vraiment la priorité de la commune. Le DOE nous a également permis de supprimer la toiture du gymnase, la partie orange, puisque la structure et l'étanchéité de la toiture n'étaient pas compatibles avec l'installation d'une centrale photovoltaïque. Restait donc uniquement la toiture du CTM qui était compatible avec une installation photovoltaïque. On a donc cette toiture du centre technique municipal d'une surface environ de 210 mètres carrés qui se compose d'un auvent ainsi que de 3 skydomes qui font un petit peu office d'obstacle à notre implantation. On voit sur la vue 3D, donc la vue logicielle de notre implantation. Donc on voit en bleu la surface de panneaux potentiels installés, les différents obstacles, donc le skydome et les auvents, les skydomes et le vent, et la zone assurée de 50 cm qui sont réglementaires tout simplement pour pouvoir cheminer en toiture pour l'implantation de la structure photovoltaïque et en cas de maintenance, tout simplement pour pouvoir cheminer en toiture. On a donc au final sur cette installation 56 panneaux photovoltaïques
d'une surface d'environ 100 cm² pour une puissance de 23 kW. Le coût théorique de cette installation est de 44 000 € pour donc un coût du watt-crête de 1,9 €. Une fois que nous avons déterminé l'implantation de notre centrale photovoltaïque, on peut prévoir les performances attendues par notre installation. Généralement, on compare une semaine d'été et une semaine d'hiver pour un peu se rendre compte des différences. Alors en bleu, vous avez les consommations des sites consommateurs qui ont été étudiés. Il y a 3 sites en tout, j'y reviendrai juste après. Et en jaune, vous avez donc la production de notre centrale photovoltaïque. On voit que sur la semaine de novembre, donc une semaine d'hiver, évidemment, la production photovoltaïque est assez faible et ne couvre pas la totalité des besoins des sites consommateurs. En revanche, en été, on a une production plus importante, voire même sur certaines périodes, une couverture totale de la consommation et un léger surplus. Comme je l'ai dit, donc, on a différents sites consommateurs pour cette étude, pour cette ACC. On avait 3 sites, 3 consommateurs, 3 points de livraison. Le premier, c'est l'ensemble sportif. Le second, le CTM, donc, et le troisième, les bâtiments communaux. On voit que sur les consommations, l'ensemble sportif et le CTM sont les 2 plus gros consommateurs. C'est donc logiquement, dans la répartition de la production, que ce sont ces 2 bâtiments qui bénéficient le plus de l'énergie photovoltaïque. Sachant que le CTM, on est raccordé dans le CTM, donc il va consommer en priorité l'énergie photovoltaïque et l'excédent donc va être alloué à l'ensemble sportif et aux bâtiments communaux. Ces 2 éléments donc, nous permettent un petit peu de nous rendre compte des performances attendues et notamment du taux d'autoconsommation de cette installation. Là, il y a beaucoup de données. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le taux d'autoconsommation de quasiment 100%. On voit qu'il est à 99,5%. Donc cela est dû principalement au fait que les 3 consommateurs ont des consommations assez importantes et au fait que l'installation est quand même assez petite. On n'a pas une surface énorme en termes de panneaux photovoltaïques. Donc, on a un taux d'autoconsommation qui est très intéressant. Cela amène également au second pourcentage, le taux d'autoproduction de 12%. C'est-à-dire que notre installation va produire sur l'année 12% des besoins des 3 sites consommateurs étudiés. Voilà. Ça encore, c'est un chiffre assez bas, mais c'est également dû au fait que les consommations sont assez importantes par rapport à la taille de notre installation. Pour vraiment retenir, voilà, c'est le fait d'autoconsommer quasiment 100% de notre énergie, ce qui va amener à un bilan économique assez intéressant. Le bilan économique, donc, il y a encore pas mal de chiffres affichés. Ce qu'il faut surtout voir, c'est les temps de retour. On a un temps de retour brut de 4,5 ans et un temps de retour actualisé de 8,5 ans. Comme vous pouvez le voir, on fait des simulations sur 30 ans. Donc, on voit que la courbe passe au vert au bout de la 8e année à 8,5 ans. Et ensuite, sur les 20 années restantes, ce sera uniquement du bénéfice. Comme je l'ai dit plus tôt, on a effectué différents scénarios pour cette étude. Tout d'abord, dans le raccordement, on a vérifié l'installation, on est raccordé directement sur la moire du CTM. On avait étudié un autre scénario où il n'était pas possible de se raccorder dans la moire. On se raccordait comme un vote total, en fait. Donc, financièrement, c'était moins intéressant. On avait également étudié d'autres scénarios, comme je l'ai dit au préalable, avec un coût de l'énergie dans le cas le plus favorable et dans le cas le plus défavorable, qui faisait donc fluctuer, évidemment, ce temps de retour. Donc là, comme on peut le voir, on a quand même un projet qui est très intéressant économiquement. 8,5 ans en temps de retour actualisé, c'est quand même vraiment intéressant. Comme je l'ai dit, cela est dû au fait que l'installation n'est pas non plus énorme, mais cela permet d'avoir un taux de consommation quasiment intégral, et ce qui permet donc d'avoir un temps de retour très intéressant et un bilan économique très intéressant pour cette installation. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Donc on est au fameux temps de questions-réponses avant la conclusion de notre président. Donc peut-être quelques questions si vous en avez. Juste le dernier graphique, quel coût de l'électricité a été pris pour Oui. Donc le Siverly est aussi groupement d'achat pour les communes qui le souhaitent. Donc alors on n'a pas une visité à 30 ans, désolé, on n'a pas une vision très précise dans un an, navré aussi. Mais voilà, on a des projections, on essaie de se baser
sur un prix qui semble probable en 2025. Et ensuite, il y a le taux d'inflation qui est appliqué dans la modélisation de Texas. Et c'est vrai que le coût de l'électricité a un gros impact sur le rendement, le retour sur investissement de l'autoconsommation, parce que c'est la réduction des factures. Est-ce que le coût de maintenance ça a été pris en compte? Oui. Oui, en fait, on a la partie CRX, charge moyenne, qui comprennent le maintenance, assurance et entretien des installations, qui sont des coûts annuels qui sont plutôt convaincus. Et pour répondre à la première question, s'il est bien le graphe, l'électricité réseau, dans cette hypothèse-là, il est à 39 centimes du kilowattheure. Et donc, simplement pour dire que c'est peut-être des valeurs qui ont évolué transitivement à la baisse aujourd'hui sur l'électricité réseau, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre les projets de consommation collective à la poubelle, parce que le grand avantage de l'autoconsommation collective, c'est sa flexibilité. C'est-à-dire que la commune peut décider de rentrer et de sortir quand elle veut dans l'autoconsommation collective. Et donc, si aujourd'hui ça a baissé l'électricité réseau, c'est pas pour autant qu'on n'a aucune prévisibilité, comme l'a dit Amandine. Et dans 5 ans, ça va peut-être réexploser. Donc, c'est quelle raison. Et donc, l'avantage de l'autoconsommation collective, c'est qu'une fois qu'il est là, on rentre, on sort quand on veut. Et donc aujourd'hui, on est plutôt à 10 centimes du kilowattheure. Après-demain, on sera peut-être à 50, comme on a été il y a 2 ans. Donc, en fait, effectivement, l'électricité réseau est une variable. Par contre, l'autoconsommation collective, le prix de production d'électricité photovoltaïque dans un montage d'autoconsommation collective, lui, sera stable pendant 20 ans. Donc, ça restera une valeur sûre et une façon de se projeter efficacement sur ces coûts d'énergie pour une commune pendant 20 ans. Il y a un des arguments de l'autoconsommation collective, c'est cette stabilité, cette vision à long terme, en effet, de la fourniture d'électricité, parce que bon, là, on prend le cas de Montanet, parce que si j'ai rien accompagne des communes, ce qui a été étudié, c'est uniquement des bâtiments communaux, donc autoconsommation collective patrimoniale. Mais voilà, il y a des types qui peuvent se créer avec plusieurs acteurs, privés, publics, ça existe et ça ouvre le champ des possibles. On va. Dernière question, remarque. Allez-y. Question juridique. On a répondu à votre AMI. Bon, un tiers investisseur vient sur une commune en réponse à l'AMI. Est-ce que il aura le droit de vous vendre en ACC de l'électricité si on est inférieur à 40 kilos par an, qui est le seuil du marché public? Voilà, il faut en effet bien regarder les règles de la commande publique. Je préfère pas dire de bêtises si quelqu'un. Ça mérite d'être étudié, mais comme ça, pourquoi je peux pas vous dire ça comme ça? Et d'autant plus que nous, en fait, vous l'aurez compris, on fait de la coordination, on est tiers de confiance, mais on n'est pas partie prenante au contrat. Donc voilà, mais on va noter la question et y répondre. Merci. On va passer la main au président Eric Pérez pour la conclusion. Merci. Je voulais en profiter pour remercier tous les gens qui ont pu travailler sur ce sujet-là, et notamment Amandine qui a pris le relais de Maxime et Damiès qui avait travaillé sur ces sujets. Ça a été aussi rappelé par un opérateur qui a pu prendre la parole. La directrice, à quel point le travail qui avait été réalisé en termes de dérisquage avait permis quand même de sortir des toits opérationnels très rapidement. Je ne ferai pas de remarques, mais des fois, dans d'autres territoires, on vous vend des centaines de toits, etc., où personne n'a été voir rien du tout. Et puis quand les opérateurs arrivent, ils s'aperçoivent que ça ne va pas du tout. Et du coup, ce n'est plus du tout le modèle économique de base. Donc là, le travail, il a été fait, il est pertinent, il est important.
Je voulais aussi souligner que pour les différents répondants à STAEMI, on a plusieurs types de structures et c'est intéressant. On a effectivement des collectifs citoyens, on a des entreprises privées, on a des entreprises publiques par le biais de la CERL. Donc c'est intéressant d'avoir ces différentes typologies d'acteurs qui peuvent répondre et qui peuvent permettre d'accélérer et de massifier, parce que c'est quand même le sujet, sinon on peut prendre énormément son temps. On a parlé de provenance des panneaux, mais si on avait une politique industrielle stabilisée depuis 20 ou 30 ans, on serait peut-être beaucoup plus pertinent, et si on prenait les bonnes décisions au bon moment, on n'en serait peut-être pas à se poser des questions et pas avancer sur les sujets où je trouve, et c'est un avis personnel, dans notre pays, on se pose souvent beaucoup de questions et on agit beaucoup moins qu'il fut un temps. Ça, c'est un avis personnel. Et puis, pour un petit peu rebondir sur la dernière présentation, et puis sur ce graphique, même si voilà, on se base sur un prix de l'électricité réseau qui est ce prix-là, juste redire que les prix d'électricité qu'on a connus, on ne les connaîtra plus. Hein. Je pense que je le répète assez souvent. Il faut arrêter de penser qu'on sera aussi bas qu'on a pu connaître ces 20 dernières années. Et que, à la fois sur la partie réseau, sur la partie taxe et sur le prix des électrons, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et que ce graphique, il permet quand même d'avoir un taux de rentabilité qui est assez intéressant. Et qu'en tout cas, le CIGERBI va se positionner comme il l'a fait sur l'éclairage public, où on a pu rénover, on continue de rénover le parc éclairage public en vous proposant bientôt une offre d'ingénierie technique et financière pour pouvoir vous permettre, communes, d'aller plus loin sur la solarisation de votre patrimoine, de votre foncier, parce que ce n'est pas uniquement les toitures. Je vous embête pas plus, parce que de toute façon, je pense que tout le monde a faim. Je vous remercie et vous allez plus vite.